Et salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme, j'espère que ça se passe bien de ton côté. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo de toutes les erreurs que tu dois éviter en immobilier. Il y en a un paquet, tu vas voir qu'il y en a quelques-unes qui sont assez sympas, assez gratinées. Donc avant ça, clique sur le bouton s'abonner et clique sur le petit pouce bleu pour me soutenir sur cette chaîne. Puis dis-moi dans les commentaires si tu as rencontré toutes ces erreurs. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première. C'est sur les travaux. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais putain mais Greg, pourquoi tu fais pas les travaux toi-même? Tu gagnerais beaucoup d'argent, enfin surtout dans ma famille. Et je leur explique calmement que les travaux, écoutez, moi j'ai pas trop envie d'y passer tous mes week-ends. J'ai une famille, je suis toujours salarié à l'heure où je te parle. Et si je commence à faire les travaux moi-même, je m'en sors pas. Surtout quand tu commences à acheter des immeubles comme moi et qu'il y a plusieurs lots à faire, c'est juste absolument ingérable, quoi. Mettre un petit coup de peinture un samedi, pourquoi pas. Mais si c'est pour y aller tous les week-ends, samedi, dimanche, la fatigue, la tension dans mon couple, et puis surtout pas voir mes enfants, enfin, c'est au bout d'un moment, c'est juste pas possible, quoi. Donc ok, sur la revente, il y a une belle plus-value à récupérer, mais comme j'espère garder mes logements longtemps pour vivre un peu du cash flow, du coup, c'est pas la stratégie que j'ai envie d'adopter. Donc faire les travaux soi-même, ça peut être un bon point quand tu débutes dans ton parcours d'investisseur avec le premier studio, le premier appartement. Tu veux essayer d'optimiser au max, tu veux essayer d'avoir une faible mensualité de crédit et pourquoi pas. Mais sur un ou deux appartements au début pour se constituer un capital, ou alors tu fais ça sur une résidence principale, ça peut valoir le coup. Mais sur le long terme, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Il faut absolument pas faire ça. Il faut absolument déléguer au maximum pour justement dégager du temps. Et tu vois que c'est même plutôt agréable de déléguer parce que c'est à toi de dire aux artisans ce qu'ils doivent faire. Et je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien faire des visites de chantier, donc ouais, ça c'est un bon truc. Ensuite, une autre erreur que tu dois éviter, c'est ne pas connaître le prix de son secteur. Alors, tu as des sites comme Meilleur Agent, Meilleur avec un S, Agent avec un S, où tu peux très facilement regarder quel prix il y a dans ton secteur, même dans ta rue. Hein, si tu es en région parisienne, tu peux savoir rue par rue le prix de l'immobilier dans ton secteur. Et ça, c'est important de le savoir parce que nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on achète des mètres carrés. On n'achète pas une rentabilité. Et quand j'achète un bien, je regarde d'abord le prix au mètre carré que j'achète et valoriser combien ça peut valoir. Donc voilà, le but du jeu, c'est de bien connaître son secteur, savoir à quel prix tu achètes. Et c'est comme ça que tu vas savoir si tu fais une bonne affaire ou pas. C'est pas en regardant la rentabilité, ouais, je vais avoir du 10, du 15, du 20, peu importe. C'est d'abord les mètres carrés et tu verras qu'après, derrière, il y a la rentabilité qui arrive. Et derrière la rentabilité, quand tu vas revendre, tu vas gagner de l'argent, il va y avoir de la plus-value parce que tu auras bien acheté. Et tout le monde sait qu'une bonne affaire, ça se fait d'abord à l'achat. C'est d'abord en négociant qu'on peut réussir à sortir une belle plus-value à la fin. Les 16% théoriques. Alors ça, c'est un point que j'aime bien aborder parce que ça, c'est une belle erreur. Alors j'ai mis 16 dans mes notes, mais bon, tu peux mettre 14, 20, ce que tu veux. Je vois trop souvent des gens qui sont là dans des séminaires. Ouais, moi je cherche du 12, du 14, du 16% de rentabilité. Et quand je leur demande la question, combien d'immeubles ou combien d'appartements t'as acheté? Ils me disent, zéro. Et je dis, ça fait combien de temps que tu cherches? Ça fait 2 ans, 3 ans. Et là, moi, je vais pas éclater derrière devant lui, mais je suis mort de rire intérieurement parce que je me dis, mais il a tellement rien compris, quoi. C'est tellement dommage. En plus, même si du jour au lendemain, il trouve du 16 ou du 14 ou du je sais pas combien, mais c'est que souvent, c'est des rentabilités théoriques parce que souvent, c'est dans des bleds qui sont totalement paumés, où il y a la grosse vacance locative. Donc, du coup, t'as beau avoir 16% de rentabilité, mais si au final, t'es pas foutu pas foutu de remplir ton bien 100% de l'année, je me demande à quoi ça sert. Enfin, c'est quoi l'intérêt d'avoir du 16% de renta si en face, tu peux pas louer? Donc ça, c'est vraiment nul comme réflexion. Moi, je vise personnellement entre 9 et 10. Dès que je suis au-dessus de 9% de rentabilité, déjà, c'est dans les secteurs où je recherche, déjà, c'est pas mal. Parce que c'est des secteurs où il y a de la demande locative, où je sais que c'est safe, il n'y a pas de problème. Ça se revend très facilement parce que c'est des secteurs qui sont recherchés. Donc moi, j'essaie de trouver la bonne balance rentabilité, valorisation dans le temps, profit de locataires disponibles, ainsi de suite, plutôt que chercher du 16 dans des bleds paumés où t'as que des locataires CAF. Enfin, ça a aucun sens, quoi. Ça a aucun sens. Au bout d'un moment, il faut pas que tu te dises, je cherche du 16 pour chercher du 16, quoi. La rentabilité, elle va se faire, mais il vaut mieux que tu t'enchaînes les projets 8, 9, 10% de rentabilité, que tu en fasses 1, 2 par an, et que tu fasses ça bien, correctement, que ça se loue, qu'il n'y ait pas de soucis, que tu puisses enchaîner, plutôt que chercher du 16 et au final en faire qu'un seul. Alors que moi, j'aurais peut-être pu en faire le temps d'en faire 2, 3, 4, tu vois, sur plusieurs années, et avoir du cash flow, et ainsi de suite, et enchaîner, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une grosse erreur. Prendre le notaire du vendeur. Alors ça aussi, c'est une grosse connerie, parce que quand tu achètes un bien immobilier, moi, je prends systématiquement mon vendeur. Même si le bien est à 50 000 balles,
ils vont se partager les frais, tant pis, mais je prends mon vendeur parce que je veux absolument voir exactement ce qu'il en est, s'il y a des servitudes. Je veux que mon notaire m'en informe. Je veux pas qu'il y ait de vis cachés. Je veux pas que je veux vraiment vérifier tous les dépôts de garantie aient bien été versés. Je veux vraiment, les tours d'échelle autour des bâtiments s'il y a, les servitudes, tout ce qui touche autour de mon achat. Je veux vraiment être tranquille sur ce point-là pour pas avoir de problème, parce que si déjà tu achètes bien et que ça a été fait correctement, tu seras tranquille sur le long terme. Et ça, impératif, je prends mon notaire, je prends pas celui du vendeur, même si ça fait gagner de l'argent, même si ça fait gagner du temps. Des fois, je perds un peu de temps sur les compromis, c'est pas grave, mais au moins, je suis sûr et certain qu'au final, il y aura pas de problème. Tous les points ont été levés et mon notaire va me dire, voilà, monsieur Fourgeau, il y a tel et tel point. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Et du coup, ça, c'est hyper important pour moi. OK? Ensuite, une autre erreur aussi, c'est prendre un crédit court. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. On l'entend souvent dans les générations d'investisseurs un peu avant nous qui disent, ouais, je prends du 15 ans, du 20 ans, et comme ça, dans 15 ans, c'est à moi. Ok, c'est magnifique. Sur le papier, j'ai presque envie de te prendre dans mes bras parce que je trouve ça beau. Mais en fait, le problème, c'est que tu oublies l'entretien, tu oublies les charges de copro, tu oublies la fiscalité, et tu te dis, dans 15 ans, j'ai des loyers pleins. Ouais, sauf qu'entre-temps, du coup, t'auras pas de cash flow, tu pourras pas faire l'entretien de tes biens comme tu le veux, et du coup, c'est une erreur. C'est une très grave erreur. En début de parcours, il vaut mieux prendre des crédits assez longs. Il y a Vendeur de Vérité qui a fait une super vidéo dessus qui prouve en fait qu'il vaut mieux prendre des crédits courts pour gagner un maximum d'argent. Ça, c'est vrai. Je suis totalement vrai avec notre ami Salva Martin. Prendre des crédits courts, ça fait gagner de l'argent sur le long terme. Ça, c'est parfaitement vrai. Sauf qu'en début de parcours, la problématique qu'on a, c'est qu'on cherche à enchaîner, on cherche à gagner du cash flow, à gagner, à se désendetter. Et du coup, au début, il vaut mieux prendre des crédits longs, le plus long que tu peux, sur les premières opérations. Et après, une fois que tu auras suffisamment de cash flow, une fois que tu auras suffisamment de patrimoine, que ça tournera, là, tu pourras te permettre de prendre des crédits plus courts. Parce que, du coup, ça sera pas grave, tu vois, pour toi dans ton parcours, parce que tu pourras éventuellement mettre de l'apport, tu auras du cash flow sur d'autres investissements, et tout ça va se noyer dans la masse. Donc, prendre un crédit court, c'est une erreur au début. C'est bien après au bout d'un moment, mais au début de ton parcours, il vaut mieux prendre du 25 ans. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de prendre du 25 ans autant que je peux, au maximum. OK? La stratégie étudiant aussi. Ça aussi, c'est une erreur parce que tout le monde me parle de stratégie étudiant en permanence, mais il n'y a pas que les étudiants qui louent des logements. Il y a des jeunes actifs, il y a des retraités, il y a tout un tas d'autres profils de gens qui louent des biens. Et moi, je cible par exemple plutôt T2, T3, et dans des villes moyennes, je cible plutôt des jeunes actifs. Les étudiants, ça m'intéresse pas, parce que s'ils doivent partir au mois de juin et que en septembre, je dois retrouver quelqu'un, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Donc j'essaie d'éviter. J'en ai dans mon patrimoine. J'ai une étudiante dans un de mes appartements, et encore c'est un T2. Donc oui, je sais quand c'est qu'elle va partir. J'ai fait ce choix-là à un moment, mais c'est pas ce que je vise. La plupart de mes biens, c'est plutôt T2, T3, et je vise plutôt la tranquillité. Peut-être, comme je te disais, 9-10% de renta, mais des studios étudiants, c'est pas que j'en veux pas, mais j'essaie d'éviter, ok? Je cherche moins de turnover, je cherche moins de temps à chercher des candidats, je cherche plus de tranquillité, donc je vise pas spécialement les stratégies étudiants, et je pense que c'est une erreur. Qu'il faut aussi cibler les jeunes actifs. Il y a plein de jeunes actifs dans les villes moyennes qui cherchent des logements. Et il faut pas les négliger. Moi, j'ai de très très bons profils, des gens qui sont en CDI, qui travaillent chez le mécano du coin, chez le cuisinier du coin. J'en ai qui bossent, à la ville. J'en ai qui bossent, dans des vignobles. Enfin, il y a tout un tas de gens qui sont, dans des situations, qui ont des CDI, qui bossent, qui gagnent 3 fois le montant du loyer. Et ça pose absolument aucun problème. Donc cibler que les étudiants, pour moi, c'est une erreur. Ensuite, mettre de l'apport, ça aussi, be careful avec l'apport, parce que c'est pas vraiment une erreur mettre de l'apport. Mais moi, je sais que quand j'ai acheté ma résidence principale, par exemple, on a mis tout notre apport avec ma femme, et maintenant on s'en mord les doigts parce que le cash est coincé dans notre RP, et on aurait pu s'en servir pour faire autre chose. Et ça, c'est absolument dommage, tu vois. Ça, c'est absolument dommage. Quand on démarre et dans la vie, qu'on n'a aucune formation, qu'on sait pas du tout ce qu'on fait, tout le monde nous dit de mettre de l'apport. Ouais, mais bon, résultat des courses. Après, t'as plus de cash pour faire des travaux chez toi, t'as plus de cash pour continuer à investir. Il faut savoir une chose, c'est que le cash, il est roi. Je ferai une vidéo sur Cash is King. Je ferai une vidéo détaillée sur le sujet parce que c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement puissant, le cash. Il faut savoir une chose, c'est que de nos jours,
les banques demandent de l'apport quasi systématiquement sur tous les nouveaux projets. Et si tu n'as pas de cash, tu peux pas enchaîner. Donc le cash, il faut le garder au chaud le plus longtemps possible. Il faut épargner. Il faut continuer à le garder sur des comptes, voilà, pour continuer à accélérer. Parce que tu vas t'en servir au bout d'un moment. C'est comme un super joker, tu vois. Je ferai une vidéo spécifique dessus. Donc c'est pas vraiment une erreur de mettre de l'apport dans un projet, mais il faut faire attention à ça. Il faut vraiment mettre de l'apport quand c'est nécessaire, mais vraiment quand c'est nécessaire, quand tu es bloqué ou quand la banque te dit là maintenant ça serait bien de payer les frais de notaire et tout ça, là oui il faut le mettre. Mais voilà, moins tu mets d'apport, mieux c'est clair. Faut vraiment garder son cash au chaud pour l'entretien des biens. Voilà, si tu as des problèmes de toiture, si tu as des problèmes ça peut être n'importe quoi. Il faut vraiment garder son cash au chaud. Donc dis-moi ce que tu penses de toutes ces petites erreurs un peu dans les commentaires. Dis-moi si tu en connais d'autres un peu, si tu as fait des conneries un peu quand tu as démarré dans l'immobilier. Dis-moi un peu ce que tu as fait, je serais curieux de savoir un petit peu ça. Mets-moi un pouce pour me soutenir sur cette chaîne. Abonne-toi aussi et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.